Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Hebdo IT et Télécom. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, dans les sujets qu'on a prévu de décrypter ensemble ce matin, premier sujet, les GAFA. Alors on rappelle, les GAFA, Google, Facebook, Apple et Amazon pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'acronyme. Donc ces fameux GAFA ont annoncé la semaine dernière leurs résultats financiers et ma foi, ça va plutôt bien pour eux. Ça va plutôt bien pour eux. Alors effectivement, 3 d'entre eux les avaient annoncés la semaine d'avant et Google, avec un petit peu de retard, les a annoncés la semaine dernière. Donc tout va bien pour eux, des chiffres d'affaires en croissance assez forte, des bénéfices copieux, sauf pour Amazon, mais ça c'est un phénomène récurrent et on sait que c'est lié finalement à son activité. Secteur, oui. Et alors ce qui est intéressant, c'est de le prendre comme entité en soi, les GAFA. Donc ça a dégagé un chiffre d'affaires cumulé de 430 milliards, alors je vous épargne les virgules, 430 milliards de dollars de chiffre d'affaires cumulé à E4, donc c'est quand même important, et 74 milliards de bénéfices. Donc on voit bien que ça pèse quand même maintenant un poids considérable. Et donc si on fait une petite comparaison entre la capitalisation boursière cumulée des 4 entreprises, on arrive à, alors au moment, puisque évidemment par définition la capitalisation boursière ça varie tous les jours, mais je dirais que la semaine dernière on était à plus de 1600 milliards de dollars. Alors évidemment, ce sont des chiffres qui sont tellement élevés qu'on a du mal à les appréhender en soi. Et il faut donc pouvoir les comparer. Et si on les compare avec le CAC 40, donc les 40 entreprises françaises qui font partie de cet indice, qui sont de très grosses entreprises françaises, parmi les plus importantes évidemment, on arrive à un peu moins de 1300 milliards. Ce qui veut dire qu'à L4, les 4 entreprises du GAFA pèsent plus lourd que le CAC 40. Bon, donc ça donne une idée de l'importance. Alors ce qui est aussi intéressant avec la publication de ces chiffres, c'est que Google est devenu la première capitalisation boursière mondiale pour une société qui a été créée il y a moins de 20 ans, donc c'est quand même assez remarquable, avec un chiffre qui est au-delà des 550 milliards de dollars, donc pour une seule société, c'est considérable. Et elle est passée devant Apple, qui était jusqu'à présent, enfin depuis un certain temps, la première. Alors ce matin, je crois qu'Apple est repassé devant. Alors, effectivement, ça change tous les jours, mais enfin, le jour où les chiffres ont été publiés, il y a toujours un effet de boost ou de déprime, ça dépend où on se situe. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on fait la comparaison entre les 2 entreprises qui ont 2 activités très différentes, on a un rapport de chiffre d'affaires et de bénéfices qui est de 1 à 3. Donc 1 à 3 en faveur d'Apple, c'est-à-dire qu'on a 230 milliards par rapport à 75, j'arrondis, hein. Et puis on a 16 pour Google par rapport à 53. Donc ça pourrait paraître un peu surprenant et on sait bien que la capitalisation boursière est principalement indicée sur en fait ce que prévoient les investisseurs pour l'avenir, en gros ce que l'entreprise est porteuse comme projet pour l'avenir. Et de ce point de vue-là, Google est porteuse de plein de projets, même si pour la première fois c'est pas Google, c'est Alphabet qui a publié ses comptes et toutes les activités qui sont sous une catégorie d'ailleurs assez étonnante qui est qualifiée de Other Bets, donc autres paris, a dégagé un chiffre d'affaires qui est très faible, 500 millions de dollars à l'échelle de Google, mais des pertes, alors en fait des pertes, mais ce sont plutôt des investissements de 3,5 milliards de dollars. Donc c'est quand même significatif. Donc on a Google par rapport à Apple. Google a tout un tas d'activités qui sont très prometteuses. Intelligence artificielle, on a parlé la semaine dernière que Google avait battu le champion d'Europe de Go. On a les drones, on a les voitures connectées et autonomes, on a la domotique.
Donc on a vraiment, et puis la santé, on sait que Google est très impliqué dans le secteur de la santé, donc on a plein de, pour l'instant, des investissements qui coûtent, qui ne rapportent pas encore beaucoup, mais qui sont porteurs d'avenir. En revanche, du côté de Apple, il y a une certaine inquiétude qui se manifeste, même si les bénéfices engrangés sont absolument considérables. En gros, on ne voit pas de produit qui va prendre le relais de l'iPhone. Et c'est sans doute pas l'iPhone 7 qui va résoudre le problème. On l'a déjà évoqué, il y a une saturation des marchés, et puis bon, il faudrait arriver à trouver un nouveau produit, et de ce point de vue-là, c'est pas l'Apple Watch qui va le faire. Ce ne sont pas les services, même si les services, donc c'est tout ce qui se vend sur la plateforme l'Apple Store. Donc ça, c'est quand même important, puisqu'au passage, finalement, c'est un peu une sorte de rente de situation pour Apple. Ça a dégagé quand même 25 milliards de dollars. C'est pas négligeable. Mais bon, il faut rapporter les choses à leur juste proportion, et donc ça, c'est pas suffisant. Ce qui fait que les investisseurs, ils sont dans l'attente de ce produit qui sera la future vache à lait. Donc c'est un peu ça qui fait que les deux sont dans ce rapport-là. Mais enfin, on voit bien qu'en tout cas, pour se résumer, les GAFA se portent bien, et a priori se portent bien encore pour quelques temps. Alors on change parfois d'univers, puisqu'on parle d'une ancienne star de la Silicon Valley, Xerox et ses fameux Xerox Labs, qui ont d'ailleurs été à l'origine de pas mal d'innovations dans le secteur de la Silicon Valley. Donc du système star, effectivement. Exactement. Et Xerox qui, comme HP il y a quelques années, se réinvente en se scindant en deux entités, sur deux univers finalement assez différents. Absolument. Alors en fait, c'est assez étonnant, parce qu'on a l'impression que finalement rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas hier et ne le sera peut-être pas demain. Donc là où il y a quelques temps, il fallait que toutes les entreprises qui vendaient des produits aillent vers les services. Là aujourd'hui, on arrive à une situation un petit peu contraire. Donc effectivement, Xerox a décidé de manière assez, on verra d'ailleurs qu'est-ce qui a pu être à l'origine de ça, mais de manière assez rapide, une décision qui semble être, en tout cas au grand jour, peut-être que c'est une décision qui a été mûrie de longue date, donc qui se scinde en deux. D'un côté, les produits, donc les imprimantes et puis les photocopieurs. On se souvient qu'à une époque, le terme Xerox était quasiment devenu comme le terme frigidaire, c'était synonyme de photocopie. Donc ça représente à peu près 11 milliards de dollars et 40 000 personnes. Et puis de l'autre, l'activité service, donc tout ce qui est BPO, c'est-à-dire externalisation d'un service d'impression ou de photocopie. Ça représente près de 100 000 personnes et un chiffre d'affaires un petit peu moins de 7 milliards de dollars. Donc c'est une information qui a été sortie par le Wall Street Journal en début de semaine dernière et qui a été confirmée le lendemain par la CEO de Xerox, Ursula Burns. En fait, ça fait suite au rachat que Xerox avait fait en 2010 de la société ACS pour un montant non négligeable, puisque c'était près de 6 milliards de dollars, une société justement dans le domaine du BPO. Et donc là, la grande idée à l'époque, c'était de dire il faut que Xerox aille vers le service. Et puis donc 5 ans plus tard, les résultats qui ont été donnés par cette société ACS n'ont pas été au rendez-vous. Le chiffre d'affaires global de l'entreprise est plutôt à la baisse, avec des bénéfices qui sont pour l'année passée relativement modestes, un peu moins de 500 millions de dollars. Et donc tout ça a fait que la décision a été prise de scinder l'entreprise en deux. Alors l'origine de ça, il y a certains analystes ou observateurs qui pensent que le fameux investisseur Carl Icahn n'est pas tout à fait étranger à ce qui s'est passé. Il avait indiqué qu'il avait réussi à capter 7 puis 8% du capital et donc exercer une pression assez forte pour que cette opération intervienne et que l'entreprise, enfin en tout cas les deux entreprises résultats de cette scission reprennent un peu une certaine dynamique pour arriver à rentabilité des investissements. L'entreprise Xerox a dit que cette information était infondée, mais enfin bon, en tout cas on peut néanmoins la relater. Donc est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui seront un peu sur les rangs pour
une telle opération, c'est pas impossible, parce que finalement cette volonté d'aller vers les services, bon c'est très bien, mais il faut que cette activité de service soit en vraie synergie avec le reste, a priori ce qui n'a pas été le cas pour Xerox. Pour HP c'est un petit peu différent, parce que la scission s'est faite sur un autre mode qui était plutôt d'un côté tout ce qui est pour l'entreprise et donc qui incluait les services, et de l'autre les produits grand public, sachant que évidemment dans ces produits grand public, PC en particulier et imprimantes, c'était à la fois grand public et entreprise. Mais enfin cette division était un petit peu différente, néanmoins il y avait quand même cette séparation entre d'un côté le service et de l'autre les produits. Donc on suivra ça avec intérêt pour la suite, et on verra si d'autres entreprises seront intéressées par une telle opération. On revient vers la notion peut-être que small is beautiful, comme on l'avait dit à une certaine époque. Alors, parce qu'on parlait de small, on va parler de start-up, on traverse l'Atlantique et on parle d'un classement réalisé par Ernst & Young sur les villes qui attirent le plus de start-up en Europe. Oui, alors effectivement, donc c'est en fait de ce côté-là de l'Atlantique. Et donc on le sait, hein, les grandes villes, les villes-mondes comme on les appelle aujourd'hui, se battent un peu pour attirer, pour créer un écosystème de start-up. Et donc c'est ce classement de Ernst & Young qui finalement montre que en 2015, la ville qui s'est distinguée, c'est Berlin. On le sait, Berlin est une capitale foisonnante, très très dynamique. Enfin, si vous y êtes allé récemment, vous voyez bien qu'il y a une activité, ne serait-ce que dans le bâtiment, il y a des grues partout. C'est un peu, on disait à un moment en Chine, l'oiseau le plus courant c'est la grue, c'est un peu vrai aussi pour Berlin. Et donc Berlin l'année dernière, 2 milliards de dollars d'investissement sur à peu près 200 startups, donc c'est assez important. La deuxième c'est Londres, bon on le sait, hein, Londres est depuis longtemps dans le top du classement, avec un chiffre un petit peu inférieur. Ensuite, on a Stockholm, donc bon, c'est significatif parce que finalement, Stockholm, c'est quand même une ville de deuxième rang, mais qui arrive à bien se distinguer. Et puis en quatrième, on a Paris. Alors on sait que Paris, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées récemment pour créer vraiment un écosystème de start-up avec beaucoup d'incubateurs, enfin de tout un tas d'opérations de ce type, mais qui arrive quand même en quatrième avec un montant d'investissement assez en retrait, puisqu'on est à moins de 700 millions d'euros, donc c'est quasiment 3 fois moins que Berlin, et donc là, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Et l'autre point qui est intéressant à mentionner dans ce classement, c'est que dans les 6 premières, on a donc Berlin, qui est la première, et puis on a aussi Munich et Hambourg, donc 3 villes allemandes. Et donc, c'est vrai, quand on regarde un peu ce classement des startups, on a toujours l'impression que bon, l'Allemagne, c'est le pays des entreprises de taille moyenne, mais on parle moins de ce phénomène des startups. Et bien finalement, ce classement, il contredit un peu cette idée que finalement l'Allemagne ne serait pas le pays des startups. Ça a été contredit par cette enquête. Alors ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, vous nous parlez des prévisions, que Cisco, le constructeur, enfin c'est plus un constructeur d'ailleurs, mais que Cisco va nous porter sur le domaine du mobile notamment. Absolument, donc en fait c'est la semaine et les semaines à venir, parce que c'est des prévisions à très long terme, et donc en fait l'idée c'est, c'est une idée assez simple, mais là c'est mesurer de manière un petit peu plus sérieuse, puisqu'on sait quand même que Cisco a tout un tas de sondes sur le réseau internet qui lui permettent de bien voir un peu l'évolution des flux, et donc Cisco nous indique que le montant le volume des flux donnés d'aujourd'hui à 2020 va passer à 400 millions d'exabytes. Ou exaoctets pour parler en bon français. Donc évidemment, ça ne dit rien à personne. Rappelons seulement que exaoctet c'est 10 puissance 18, donc c'est des milliards d'octets, ça fait beaucoup. Néanmoins, mais beaucoup ça ne suffit pas. Et donc il faut arriver à replacer ça et à comparer par rapport à quelque chose. Et donc cette comparaison est simple, c'est qu'en gros ça va être multiplié par 8.
Donc multiplié par 8, c'est en l'espace de 4 ans, c'est quand même important. Et donc, malgré ça, si on prend l'ensemble du volume des données qui transitent sur l'Internet, en 2020, finalement, le mobile ne représentera que 15%. Donc, une croissance très rapide, mais le mobile est encore un petit peu en retrait. Alors, ce qui booste ça, on le sait, hein, c'est que les gens prennent de plus en plus de vidéos avec leur smartphone et puis ils les envoient à travers Internet, enfin, à travers les réseaux de communication mobile, des photos de plus en plus haute définition, puisque les appareils qu'on achète sont de plus en plus perfectionnés. Donc tout ça, voilà. Donc tout ça favorise. Et alors c'est intéressant parce qu'en même temps, il y a Deloitte qui fait chaque année une espèce de présentation de prévision générale sur les grandes tendances. Et l'une d'elles, c'est que, enfin, c'est assez amusant, c'est que le nombre de personnes, d'utilisateurs qui n'utilisent pas leur smartphone pour téléphoner pendant une semaine est de plus en plus élevé. Il arrive aujourd'hui à 20%. En gros, ça veut dire que si vous prenez 5 personnes, il y en a une qui, la dernière semaine, n'a pas utilisé son smartphone pour téléphoner. Donc on voit bien les deux choses convergent un petit peu vers la même idée, ce qui d'ailleurs devrait nous faire réfléchir à trouver un nouveau mot pour le mot smartphone. Alors il est smart, c'est possible, il est de plus en plus intelligent, mais il est de moins en moins phone. Donc il faudra peut-être trouver un autre mot, mais ça c'est un autre sujet. Il y a eu la réforme de l'orthographe la semaine dernière, peut-être que ce serait un sujet de réflexion pour le gouvernement qui a priori se penche sur des sujets très sérieux. Et puis pour conclure, autre sujet qui a soulevé votre étonnement, Amazon qui veut s'installer dans le monde physique maintenant. Absolument. Autrement dit, ouvrir des boutiques. Voilà, exactement. Donc pour paraphraser Victor Hugo, on pourrait s'en réjouir, parce qu'on pourrait dire ouvrir une librairie, c'est fermer une prison, mais enfin, on n'ira peut-être pas jusque-là. Alors effectivement, Amazon n'a pas vraiment confirmé officiellement, mais enfin, l'idée transite depuis un certain temps, de vouloir ouvrir 300 à 400 boutiques, donc c'est quand même un réseau important, 300 à 400 boutiques, pour l'instant aux États-Unis. Bon, sachant qu'elle en a déjà ouvert une il y a quelques mois, à titre expérimental, qui évidemment bénéficie de tous les services que propose l'entreprise. Donc c'est un peu, on va dire, c'est un sujet d'étonnement, puisque Amazon, comme on le sait, est à l'origine de la fermeture de combien de librairies. Si on prend le cas des États-Unis, il y a eu le réseau, le distributeur Border, qui avait quand même 500 librairies, un réseau de 500 librairies aux États-Unis, qui a fermé boutique en 2011, donc c'est important. Toutes les librairies indépendantes qui ont fermé, et donc finalement Amazon a été le fossoyeur de toutes ces librairies, et puis arrive aujourd'hui et ouvre ses propres librairies. Donc voilà, on peut s'en étonner, on peut s'en attrister, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il fallait relater. Et bien en concluant là-dessus, merci Guy, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de notre synthèse hebdo. Merci, à bientôt.